qui a fait écrire ce livre un peu, avec un titre un peu à trappe, les secrets du cerveau féminin. Alors, il y a évidemment autour de ça, autour du genre, il y a beaucoup de déterminismes culturels. Le patriarcat multiséculaire, la place des femmes dans les conseils d'administration, c'est une vieille photo, mais aujourd'hui je pense qu'on s'est un peu changé, mais pas tant que ça. L'inconscient androcentrique, le machisme, la phallocratie, ça c'est toujours en cours. On a toujours un problème d'inégalité salariale. Dans les Alpes-Maritimes, on est à 23% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Précarité aussi, beaucoup chez les femmes seules, etc. Donc on voit qu'il y a quand même des déterminismes sociaux qui sont, et culturels très, très puissants. Et il y a aussi le genre du capital. Alors au niveau des déterminismes sociaux, on ne peut pas ne pas citer Pierre Bourdieu, Durkheim, Marcel Mauss, le fait social total, qui disent quoi en gros que, enfin Bourdieu en tout cas, la reproduction constante la reproduction sociale des inégalités. Donc vous naissez dans un milieu aisé, vous avez plus de chances de faire les études, d'avoir une bonne situation, d'avoir des enfants aisés, etc., etc., etc. Et à l'inverse, dans les milieux précaires, c'est l'exact inverse. Donc et on le sait par des tas de statistiques, au niveau des inégalités scolaires, des inégalités de diplôme, il y a des choses patentes qui prouvent que Bourdieu voyait juste sur cette question, enfin Bourdieu et d'autres. Alors on a Fassin qui a écrit de l'Inégalité des vies, ce qui fait écho à Rousseau avec le discours sur l'origine et le fondement de l'inégalité parmi les hommes. Voilà. Ensuite, quand on va faire un tour du côté des États-Unis, mais c'est probablement valable ailleurs, hein, on s'aperçoit que la population noire américaine représente à peu près 13% de la population américaine, 13% en haut à gauche, mais pour autant, elle représente 30% de la population carcérale. Et quand vous regardez dans les couloirs de la mort, je n'ai pas regardé les chiffres, mais c'est assez terrifiant en fait. Il y a beaucoup de personnes d'origine noire américaine qui sont dans les couloirs de la mort. Quand vous regardez le taux de chômage, il est plus élevé, le taux de pauvreté il est plus élevé. En revanche, les études supérieures, l'espérance de vie, tout ça c'est plus faible pour les populations afro-américaines. Voilà. Donc on voit aussi qu'indépendamment des individus, il y a vraiment des carcans sociaux qui sont absolument culturels, absolument terribles. Alors, il y en a d'autres, hein, des déterminismes. Il y a celui qui est ce qu'on appelle le DOAD, c'est l'origine développementale de la santé et des maladies. C'est-à-dire que si vous avez été exposé in utero dans le ventre de votre mère à des perturbateurs endocriniens ou que sais-je, je pense au Distilbène ou d'autres, eh bien vous avez malheureusement des malchances de développer, par exemple, du Distilbène, de l'obésité. La fille. Le problème, c'est que sa fille elle-même peut le développer. Sa petite fille, on sait que c'est transgénérationnel. Donc il y a une forme de déterminisme physique, de transmission des maladies, en fait, à travers l'expression, l'épigénétique, en fait, et la modification de l'épigénome. D'où l'importance de la bulle des 1000 jours, qui est qu'il faut vraiment sanctuariser les projets de grossesse, et notamment les jeunes mamans. Il faut absolument les protéger de toutes les agressions, du stress, qui est une agression, mais aussi évidemment des polluants chimiques et autres. Alors, ça, Véronique présente souvent cette slide, ce sont les déterminants de santé. Vous voyez que notre santé dépend à 20% de l'environnement, à 20% de la génétique. Donc l'environnement, on ne peut pas faire grand-chose, la génétique, on ne peut pas modifier nos gènes. Et puis les comportements, 50%, on peut peut-être juger qu'on peut les changer, mais néanmoins, il y a derrière chaque comportement des causalités, des déterminismes culturels, sociaux, machin, truc, bidule. On remonte la chaîne. Alors, évidemment, la loi de Gauss, la courbe en cloche, là j'ai mis le QI, c'est un concept un peu discutable, mais c'est pour dire il y a une distribution statistique, et également c'est valable pour le poids, pour l'IMC aussi, mais on retrouve beaucoup de courbes comme ça, où on retrouve par exemple ici pour le QI, une partie de la population en retard mental, une partie en haut potentiel, une grosse masse moyenne, d'intelligence moyenne, etc., etc. Donc ça rejoint aussi un petit peu le déterminisme statistique de quantique. Hein. On s'aperçoit que les individus peuvent se trouver à gauche ou à droite, mais collectivement, il y a forcément une règle générale très forte. Les déterminismes régionaux, alors je vous ai mis ici, par exemple, le décès par alcoolisme et cirrhose à gauche, il y a l'obésité à droite, on pourrait parler de l'accent, tout simplement, c'est-à-dire qu'on s'exprime de manière différente selon la région où on habite. Donc, voilà. Voilà, et donc il y a finalement derrière tout ça deux visions assez opposées du libre arbitre. Il y a une voie du milieu. Alors, à gauche, certains disent que le libre arbitre est totalement illusoire. C'est ce qu'on appelle en anglais le willusionisme. C'est une illusion.
Et c'est aussi ce qu'on appelle l'incompatibilisme, c'est-à-dire à partir du moment où on estime que le monde est déterminé, il est incompatible qu'on ait une liberté de jugement. C'est incompatible. Au milieu, vous avez le LA, le libre arbitre, pardon, tout puissant. Ça, c'est la vision plus libertarienne. Et donc, Don't Tread on Me, c'est ne marche pas sur les pieds, je suis libre et ma liberté prime sur tout. Et il y a quelque chose de plus intéressant à droite, c'est la voie du milieu, qui est le compatibilisme. Alors, ça a des siècles, ça, mais ça a été remis sur la table par les Anglais Hobbes et Locke au XVIIe siècle, par l'Écossais Hume, plus récemment par Sellars et Vivlin des Américains, qui sont que la réalité serait totalement déterministe, mais le libre arbitre existerait quand même. Alors, je ne vais pas le faire ici, je me suis lu ce livre de Dennett, alors c'est assez insupportable parce que c'est écrit à l'américaine, c'est-à-dire c'est délayé sur des centaines de pages, on ne sait pas s'il exprime ce qu'il veut dire là ou le contraire de ce qu'il voulait dire. Enfin, c'est très... Et toujours dire que dans ce livre de Dennett, il explique dans ce bouquin la version du compatibilisme. Alors, tout ce qu'on a vu précédemment, évidemment, c'est pas pour rien que le budget de la pub atteint bientôt 1000 milliards de dollars par an. C'est la moitié de l'ensemble des budgets militaires du monde. Je ne sais pas si vous voyez. Donc la pub, c'est une arme. C'est une arme de guerre, en fait. Alors, c'est pas pour conquérir du territoire, c'est pour conquérir du chiffre d'affaires et des parts de marché. C'est absolument énorme. Et pourquoi? Parce que, évidemment, ça répond à des intérêts marchands et politiques, hein, si on parle de la propagande. Ça manipule les masses, ça les lobotomise. Pourquoi? Parce que notre inconscient a plus d'influence sur nos actions que notre volonté consciente. Et le problème, c'est qu'on ne maîtrise pas notre inconscient, nos pulsions d'achat, etc., etc. Et le neuromarketing, c'est assez terrible, en fait, parce qu'il développe de plus en plus des techniques pour nous faire acheter des choses dont on n'a pas besoin ou dont on n'a même pas envie, en fait. Alors maintenant, on va aller un peu plus sur la partie neurosciences. Il y a beaucoup de choses aussi à voir. Alors, une partie de l'affaire est dans le caddie. La réponse se trouve dans le caddie. Pourquoi? Aïe, 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 voilà. Est-ce que ça passe? Ça passe pas? Si, bon. Alors, s'il y a du libre arbitre, on peut estimer que grosso modo ça se passe dans le cerveau. Et le cerveau, il est constitué quasiment 80% d'eau, et puis de quelques autres ingrédients avec une petite pincée de sel. Voilà, c'est avec ça qu'on estime peut-être être libre. C'est assez effrayant. C'est avec ça qu'on réfléchit, avec ça qu'on aime, avec ça que. Voilà. Mais bon, c'est la beauté de la nature et la beauté du monde. Si on soulève le capot, alors le capot il ne soulève pas tout seul, donc il faut que je l'aide. Voilà. Le cerveau, c'est 2% du poids du corps. Mais en même temps, c'est 20% de la consommation d'énergie du corps. Donc ça paraît énorme, c'est effectivement énorme pour quelque chose qui n'est pas très lourd finalement. En revanche, pour 20 watts, on a des performances qui sont absolument hallucinantes quand on y réfléchit. 20 watts. Quand on voit nos appareils, le moins halogène c'est 100 watts. Là, avec 20 watts, vous arrivez à avoir une vision du monde quand même, hein, c'est intéressant. La boîte crânienne, c'est 1300 cm3, un peu moins que chez Néandertal. On a 86 milliards à peu près de neurones. L'éléphant, c'est 250 milliards. Donc respect. Et nos neurones, un quart dans le cortex, c'est à peu près une membrane de 2-3 mm d'épaisseur, c'est pas grand-chose. Dans la tête, on a 190 000 km d'axones, dont à peu près la moitié myélinisée pour accélérer les flux. Et donc la vitesse du potentiel d'action, du flux nerveux qui nous permet de penser, c'est entre 1 et 120 mètres secondes. 100 mètres secondes, c'est 430 km/h, c'est plus rapide qu'un TGV, vous voyez, donc on peut dire qu'on est plus rapide que les TGV. Et alors le truc affolant, c'est que dans notre cerveau, chaque seconde, on a 100 000 milliards de signaux synaptiques. Vous voyez? Donc la conscience, elle n'en voit pas beaucoup, là. Il y a beaucoup de choses qui se passent à notre insu, hein, clairement. Alors j'avais lu ce livre que je vous conseille, très intéressant, parce que la question c'était... finalement, quelle est la genèse d'une idée? Elle vient d'où l'idée? Elle ne sort pas d'ex nihilo, quoi. Eh bien, ce bouquin apporte une réponse, en fait. C'est Thomas Borrow qui écrit Matière à décision.